système politique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au syndicat? S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à la séance d'hier, y a-t-il des questions par rapport à l'introduction du cours qui était segmenté en 4 parties. Une partie sur la comparaison comme une pratique naturelle de l'existence humaine. Une autre partie sur l'utilisation rationnelle de la comparaison. Une autre partie sur la méthode comparative. Et une autre partie sur la différence entre un régime politique et un système politique. Bon, je vais poser la question à la dame qui est en face de moi. Parlez-moi de la comparaison comme une pratique naturelle. Merci de me passer la parole. Monsieur, hier, nous avons vu que la comparaison peut être naturelle de ce que nous sommes appelés à faire des comparaisons chaque jour, peut-être en allant au marché, même sur notre façon de nous étiez avec qui nous marchons. Parler de la comparaison d'une pratique naturelle dans l'existence humaine. Vous n'avez pas de courrier, c'est ça? Donnez à sa voisine. La comparaison comme une pratique naturelle, comme c'est une comparaison qu'on est appelé à faire chaque jour, une comparaison naturelle. C'est ça. La comparaison comme une pratique naturelle, nous avons donc montré que nous sommes appelés à comparer tous les jours. Nous sommes appelés à comparer tous les jours parce que dans la vie de tous les jours, nous comparons. Nous faisons des classifications, nous comparons sur la base de nos amitiés, nous comparons dans la manière dont nous allons faire nos courses, nous comparons lorsque nous voyageons, nous comparons même lorsque nous mangeons, puisqu'aujourd'hui il y a une classification des coûts. Ensuite, nous avons parlé de la comparaison comme étant une méthode scientifique qui peut nous expliquer la comparaison dans la perspective de la science. Monsieur le délégué.
La comparaison dans le domaine de la science est celle-là qui intègre les critères de comparaison. On ne compare, on ne va plus comparer deux objets de façon globale. La comparaison va intégrer la classification. Donc on va classer en fonction des critères. Expliquez maintenant aussi la méthode comparative. La méthode comparative, nous avons dit qu'elle se basait sur 3 questions. Les questions étaient celles de savoir ce que l'on compare, que compare-t-on, comment comparer et la finalité de la comparaison. Ça y est, comment maintenant on compare un régime climatique et un système climatique. Quels sont les critères qui permettent de comparer un régime climatique et un système climatique? Quels sont les critères qui permettent de comparer un système politique? Concernant relativement au régime politique, nous avons une bonne critère de comparaison avec la forme de dévolution de pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir est évolué? Concernant le régime et concernant le système, on comparait le système dictatorial démocratie. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 1 sur la classification comme outil de base de la comparaison. Et le chapitre 1, si on peut encore l'intituler un chapitre sur la méthodologie, puisqu'en réalité, le cours a été orienté sur la classification. L'introduction nous permet de répondre aux questions de la méthodologie en rapport avec la classification. Maintenant, le chapitre 1 doit permettre à l'auditeur de savoir comment classifier. Tout au long de ce chapitre 1, nous allons essayer de voir comment les auteurs ont construit les classifications, comment ces auteurs, sur la base d'un certain nombre de critères, les ont associés et comment est-ce que on peut, dans notre contexte, bien évidemment, construire les classifications. Aborder la question de la classification, c'est toucher aux fondations de la politique publique et par toucher la comparaison des systèmes politiques. Nous sommes tous tentés d'évaluer les phénomènes les uns par rapport aux autres. Nous ne pouvons le faire qu'en isolant certains traits d'un phénomène X pour pouvoir le comparer avec notre phénomène Y sur la base des mêmes traits. C'est que classer constitue des opérations élémentaires d'un raisonnement naturel et elle plonge ses racines dans la naissance des formes non gestuelles du langage. L'invention des mots implique que ces derniers désignent des classes d'objets dont la nomination signifie identité, parenté, voisinage. On le constate avec Georges Dumézil, le grand spécialiste des Indo-Européens, que l'esprit humain est essentiellement organisateur et systémique. Il faut souligner cette pensée. L'esprit humain est essentiellement organisateur et systémique. Pourquoi Georges Dumézil le dit? Parce que la finalité de la comparaison, c'est justement d'amener le chercheur à ordonner sa pensée.
chercheur doit ordonner sa pensée au travers de la classification. C'est la raison pour laquelle tu me dis nous que l'esprit humain est essentiellement organisateur et systémique, puisque on ne saurait tout embrasser. On ne saurait tout embrasser. Il est donc important de procéder à l'éthique. L'éthique qui justement vont permettre d'aboutir à des lois. Deuxième partie. De même, l'on s'accordera avec Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue français, pour affirmer que l'activité inconsciente de l'esprit consiste à imposer des formes en conduite. Le sens commun véhicule ainsi des séries multiples de classes et de classements, plus ou moins confus et inconscients, qui tantôt se chevauchent ou s'entrelacent, tantôt se confondent ou s'excluent, parfois conflictuels, parfois opposés, que des siècles de pensée magique, idéologique, religieuse et idéologique, où savants, ajoutés les unes aux autres, alimentent un trait à parler qui excède largement les capacités assimilatrices des autres. Comme l'écrit Daniel Bicheler, le recours à la méthode comparative permet de transformer ce maquis broussailleux et difficilement pénétrable en jardin à la française. Daniel Bicheler nous dit que la méthode comparative permet de transformer un maquis broussailleux en un jardin à la française. Cela veut tout simplement dire que Daniel Bicheler nous amène ici à comprendre que la méthode comparative permet d'ordonner, permet de classer. Quand vous voyez le jardin à la française, vous n'allez jamais voir dans le jardin à la française un sillon de tomate qui est confondu avec un sillon d'aubergine, ainsi de suite. Puisqu'en réalité, si on arrive à une confusion, cela voudrait dire que celui qui a sémé, a mis les germes de la tomate dans les germes de l'aubergine, ainsi de suite. Et on aura donc un sillon qui sera broussailleux. Sinon, sera broussailleux. Donc, il faut ordonner, il faut classer. Si on vous demandait de comparer les habitus vestimentaires des étudiants de l'ENA, l'école normale, je vais avoir critères des manières de faire. Critères des manières de faire, vous pouvez venir dire à l'ENA, on s'agit à Grèce, on dit chemise blanche, cravate. Alors qu'à l'école normale, les manières de faire sont plus libres. Je vais montrer au plus. Sinon, vous aurez une classification qui ne tient pas compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle vous devez retenir dans le cadre du que la classification permet d'ordonner. Et un esprit classificateur est un esprit qui n'est pas embrouillé. Et ça vous permet, même lorsque vous êtes appelé à faire des rangements, vous ne pouvez jamais avoir ce que vous dites ici, je vais mettre les dames, ici, je vais mettre des costumes. Vous devez définir le critère. Pourquoi vous décidez de mettre des costumes à ce niveau? Pourquoi vous décidez de mettre les gars à ce niveau? Rien ne doit se faire. Sinon, on est dans la classification. Parallèlement à toute entreprise de comparaison, il est nécessaire de conceptualiser ce qui constitue l'identité et qui constitue le différent. Je vais encadrer ça. Ce qui constitue l'identité et ce qui constitue le différent. En d'autres termes, les éléments de contraste doivent être clairement identifiés. Une manière de procéder consiste à construire un schéma de classification. Ce qui amène à nous interroger sur la question que j'ai mis en place. C'est la question fondamentale de ce chapitre. Savoir qu'est-ce que classifier. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur le débat entre l'identité et le différent. Il y a des gens qui pensent souvent que l'identique est semblable ou similaire.
quand on fait la classification, on ne recherche pas l'identité. On ne recherche pas l'identité. Même les vrais jumeaux ne sont pas identiques. Identique vient du latin qui veut dire idem. Idem qui veut dire humain. C'est impossible de trouver des personnes identiques. Même les jumeaux ne sont pas identiques. Quand vous prenez ce format, vous faites une photocopie de ce format, la photocopie du format ne sera jamais identique à l'original. Vous allez toujours vous apercevoir par avoir une trace là. Le nombre de ce. Donc dans la comparaison, on ne recherche pas. On recherche au similaire. Similaire veut dire qu'on a les points de comparaison et les points. Et c'est la raison pour laquelle les premiers anthropologues, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique et ont procédé à une classification des sociétés politiques africaines, ils ont dit que les sociétés politiques africaines sont des sociétés sans État. Parce qu'ils voulaient voir les éléments de l'État ailleurs en Afrique. Donc on ne saurait rechercher l'identique dans un travail de comparaison. Puisqu'on va se voyez, vous ne verrez jamais d'ailleurs dans l'identique, c'est pas chez vous. Mais vous verrez toujours ce qu'on appelle la similitude. On dit que les personnes sont similaires. Les jumeaux sont similaires. Mais les jumeaux ne sont pas identiques. Donc lorsqu'on se lance dans une comparaison et on veut absolument retrouver l'identique, on court dans le risque de ce qu'on appelle en anthropologie d'être dans l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme. On veut voir ce que l'on pense dans l'autre. On veut voir son ami faire comme moi. Alors que lorsqu'on marche avec son ami, on doit comprendre que son ami est différent. Mais on veut transposer nos représentations dans l'autre. Prenez un exemple hier. Vous allez, on vous demande de faire un projet dans les sociétés privées. Vous allez dans les sociétés privées, on vous demande de travailler sur le développement. Votre projet de recherche que la Banque mondiale vous soumet, par exemple, on vous suit. Allez travailler sur le développement en société. La Banque mondiale, quand vous allez sur le terrain, vous partez travailler sur la société privée en ayant les éléments de la modernité de votre société. Vous allez partir à l'est là, vous serez surpris que lorsque la rentrée scolaire commence en septembre, le premier n'envoie pas son enfant à l'école en septembre. Vous êtes surpris. Mais est-ce que vraiment ce monsieur est normal? Comment l'État du Cameroun il a rentré en septembre, mais lui, il n'envoie pas son enfant à l'école en septembre? C'est également surpris de constater que lui, il est à l'aise dans la forêt. Et quand vous produisez le résultat à la Banque mondiale, vous dites à la Banque mondiale, non, vraiment, je suis allé dans les forêts de l'Est, c'est scandaleux. Les pygmées sont des sous-hommes, ils ne sont pas valorisés. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes allé en société pygmée pour rechercher l'identité. Puisqu'en réalité, la conclusion que vous auriez dû faire, c'est oui, les auteurs ont dit ça. Voici les éléments de la modernité. Ils sont d'accord. Les auteurs ont dit pour être modèle, on doit faire comme ça, comme ça. Mais il y a également le contexte. Vous devez donc maintenant construire un argumentaire pour dire à la Banque mondiale que si vous voulez que le pygmée soit autonome, il faut valoriser la forme. Alors vous créez des mécanismes dans votre rapport, vous dites à la Banque mondiale, on estime que les pygmées sont une catégorie autochtone, il faut valoriser leur habitation. Là vous commencez à devenir sérieux. C'est quand vous allez seulement dire que les pygmées sont des hommes, non, ce monsieur est dans le cœur. Ce n'est pas ça. Donc on ne fait pas une classification parce qu'on veut à tout prix rechercher. C'est impossible. Les hommes ne peuvent pas être identiques. Les sociétés non. Et on va rechercher la similitude. Et c'est pour cela que je disais que je voulais dire ça, je voulais dire comparer, c'est assimiler, contraster à partir d'un critère. On contraste à partir d'un critère dans la similitude. Similaire. Quand deux personnes se marient, on dit que vous devenez une seule chair. Si on a dans la tradition judéo-chrétienne, on
on ne vous amène pas être identique, on vous amène à être similaire. Pourquoi? Parce que le mariage est à la base d'une définition. Voici les critères qui vont fonder nos couples. À partir de ces critères, on peut s'associer. Vous voyez que pour la comparaison, tu vas vous aider dans votre vie. Parce qu'on ne fait rien dans la vie si on ne définit pas les préalables. On ne fait rien dans la vie si on ne définit pas les catégories. On ne fait rien dans la vie si on ne définit pas les principes. Si on embrasse tout, comme vous dites Daniel, si on embrasse tout, on considère qu'un homme qui n'a pas de repère. Et un homme qui n'a pas de repère, c'est un homme qui n'a pas de repère. Et un homme qui n'a pas de repère, paragraphe 10. Selon le politiste italien Giovanni Saccheri, dans son célèbre article Bien comparé, mal comparé, revue internationale de politique comparée, Giovanni Saccheri nous dit, vous allez souligner tout ça, classifier, voilà la définition de la classification. Classifier, c'est ordonner un univers donné en classes qui sont mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs. Classifier, c'est ordonner un univers donné en classes qui sont mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs. Ça voudrait dire quoi? Giovanni Saccheri veut tout simplement nous dire ici que classifier, c'est discipliner. Ça voudrait dire que quand on classifie, on a un grand nombre de choses. Grand nombre de choses qu'il faut discriminer. Et Gaston Bachelard, dans son ouvrage La formation de l'esprit scientifique, parle de droit de sélection. Droit de sélection. Je vais donner un exemple ici. Un exemple assez banal. Un exemple qui explique la pensée de Giovanni Saccheri. On demande à un auditeur en cadre supérieur de l'administration régionale, vous êtes là sur la cour. Personne ne connaît l'autre. J'imagine que les hommes qu'on va donner, il y a les cadres supérieurs, il y a les cadres d'entreprise, il y a les cadres d'honneur, vous êtes tous supérieurs à la société. Les pays qui se font cadre supérieur, cadre moyen. Et maintenant, on demande à un auditeur qui vient de nouvellement arriver là sur la cour, bon, classez-moi peut-être un journaliste là, et voilà, il faut se lancer. Placez-moi un peu pour cette discussion. Quelle sera votre première réaction si on vous interroge? Vous allez dire que le journaliste n'est pas sérieux. Ce monsieur n'est pas sérieux. Le blagueur. Comment il peut me demander de classer les inconnus? Bon, je ne sais pas. Or, la classification nous permet d'avoir une attitude. Vous allez à la direction. Un esprit bon. Bon, moi me demande de l'exercice, c'est impossible. C'est impossible. C'est un travail irréalisable. Comment je vais classer les inconnus? Alors je ne connais pas leur filière, je ne connais pas comment ils sont arrivés là, mais on se retrouve sur. Vous allez dans l'administration, vous dites bon, mesdames, messieurs, comment vous dites une question de classer les inconnus? Alors l'administration, vous sort, vous constatez sur les papiers qu'il y a cadre mineur, cadre supérieur, agent de classification commence à se faire. Alors vous créez votre format, cadre moyen, cadre supérieur, cadre moyen, agent de l'église. Alors pour faciliter le travail, vous décidez de monter un critère. Le critère est à l'appel des auditeurs. Alors vous mettez la première case là, l'appel des auditeurs. Vous avez bien fait. Et puis donc là, vous demandez aux journalistes. Comment ça? Voilà. Vous êtes cadre moyen, ou alors on vous donne la liste. Vous voyez qu'en 10 minutes, vous avez classé les auditeurs. Ils sont sur la cour.
C'est ça que la classification permet de dire. Vous avez toujours le problème du journaliste. Or, au départ, vous avez tout besoin d'entreprises fastidieuses. C'est pour cela que Giovanni Sartori nous dit ordonner un univers donné à la classe qui sont mutuellement exclusifs. Parce que la classification que vous venez de faire, 4 moyens, 4 supérieurs, agents de métier, vous permet d'exclure mutuellement. Vous excluez, et permet d'exclure. Collectivement exhaustif. Les cadres moyens, les cadres supérieurs peuvent s'activer pour rendre la classification usuelle. Voilà la classification. Donc, même lorsque vous arrivez quelque part, on vous demande, vous gagnez un marché, on vous dit, une entreprise qui fait par exemple dans les ports d'Utile, arrive devant vous et vous demande, monsieur, j'ai envie de monter un business plan. Je voudrais monter un business plan pour construire dans cet endroit. Je voudrais construire dans cet endroit une entreprise d'Utile. Je vois souvent des personnes qui s'embrouillent, commencent à réfléchir. Or, le premier travail après, c'est la classification. Le premier travail. C'est-à-dire, vous construisez un échantillonnage à Yaoundé, dans la ville de Soie, il y a l'université à milieu, il y a aussi la DEC. À Yaoundé 2, je vais interroger 500 étudiants. Aussi la DEC, je vais m'interroger 200 auditeurs. Vous avez donc un échantillonnage de 700 personnes dans la ville. Voilà votre masse critique. Et quand vous avez votre masse critique de 700 personnes assemblées, vous faites des catégories. Habillement de mai, tenue traditionnelle. Vous faites des catégories. Vous allez maintenant sur le terrain avec vos papiers. Vous allez sur le terrain. Vous allez peut-être niveau 1. Niveau 1 séance politique soit. S'ils sont peut-être 52. Vous allez à droite pour distribuer vos fiches. Les étudiants couchent. On couche. Vous venez au citoyen, vous faites la même chose. Vous rentrez chez vous le soir. Vous faites donc maintenant ce qu'on appelle le traitement de vie. Sur 700 étudiants, on se rend compte qu'il y a peut-être 400 qui ont porté l'étude. Alors vous pouvez maintenant dire à l'entreprise que sur la base d'une classification menée lors d'une enquête de terrain, on se rend compte de 400 étudiants. Et l'entreprise vous prend au sérieux. Parce que vous avez classifié. On n'invente rien. Vous n'allez pas inventer. C'est pour ça que j'ai dit, quand on classifie, on va sur le terrain. On fait l'enquête de terrain, on ne reste pas là. On ne va pas étudier, on ne va pas imaginer. Classer. Et lorsque l'entreprise arrive, l'entreprise peut vous faire confiance. On dit, bon, voilà un monsieur sérieux qui nous a fait comprendre que sur 700 étudiants, 400. Alors on peut venir à soi, on commence à foutre. Voilà l'explication. On ordonne, on systématise et on continue. Signalons, les classifications permettent ainsi d'établir ce qui est le même que ce qui ne l'est pas. Mais quand je dis ce qui est le même n'est pas l'identique. Le même est le similaire. Ce qui est le même de ce qui ne l'est pas. Le terme même regroupe ici tout ce qui se trouve dans une classe donnée, tout ce qui se trouve dans une classe donnée, tout ce qui échoue à une autre classe. Signalons également que les classes n'attribuent pas une réalité identique, voilà, mais une similarité. Vous devez souligner ça. Signalons également que les classes n'attribuent pas une réalité identique, une réelle identité, mais une similarité. L'identique n'est pas le similaire. Vous devez retenir ça aujourd'hui. Le débat entre l'identique et le similaire. Personne ne saurait être identique à l'autre. Mais on peut être similaire à l'autre. On est similaire. Ça veut dire que quand on dit qu'on est similaire, on a les points de ressemblance et les points de différence. Il y a souvent les gens qui s'expriment à la façon nous sommes identiques. Même Dieu n'a jamais été identique. Second paragraphe, la page 8. Les objets qui appartiennent à une même classe sont plus
semblable entre eux au vu du critère du classement. Voilà. Au vu du critère du classement. Qu'ils ne le sont des objets qui appartiennent à une autre classe. Giovanni Sartori, par cette définition de la classification, vous définir ce que c'est que comparer. À cet effet, il dira pour être considéré que Giovanni Sartori, c'est un classificateur. Comparer, c'est à la fois assimiler et différencier par rapport à un critère. C'est bien cette logique classificatoire dont la comparaison permet de clarifier les règles et de les appliquer à la diversité des objets à comparer. Pour ce faire, le comparatif dispose de deux modes opératoires. Soit il construit des idéales types, soit il a recours à des modèles. Dans le premier cas, on parlera de typologie. Dans le second cas, on parlera de taxonomie. Avant de parler de l'idéal type de Max Weber. Voilà. Le grand A et le grand B, le grand C sont donc les exemples pratiques de classification. Exemple pratique de classification. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la classification? Comment on monte une classification? Est-ce qu'il y a une question? Oui. C'est vrai qu'on va arriver sur le modèle du grand B. Il faut anticiper. Poser une question qui a trait au critère à la classification. Si moi je vous pose une question, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Voilà. Pourquoi vous décidez de vous associer à une fille? Je vous passe. Monsieur Maba, je peux décider de m'associer à une fille, premièrement, pour son caractère. Premièrement, ma recherche le caractère. Deuxièmement, Ça veut dire que le comportement. dans votre classification, sur votre type idéal de vie, vous estimez les filles qui ont un statut. Troisièmement, une certaine affinité. Qu'est-ce que vous mettez dans l'affinité? Qui va m'accompagner dans mes recherches. Est-ce que vous allez découvrir l'affinité? Non, monsieur. Voilà pour votre camarade. Est-ce qu'il y a une autre question dans ce sens? Pour lui, dans son type, il y a des femmes. La femme doit avoir un statut social. La femme doit avoir même avis. Ça veut dire que si on est dans ta perspective, tu exclus dans ton champ de classification les femmes qui n'ont pas de statut social. Et dans ce statut social, est-ce le statut lié au diplôme ou le statut lié au diplôme? Donc même si elle ne travaille pas, si elle est diplômée, elle a fini. Vous pouvez aussi répondre à ma question, une fille cette fois-ci. Votre type d'homme. Votre idéal type d'homme. Monsieur, dans les critères de mon voisin, c'est pas bien déterminé. Quand on dit une femme qui a un statut social, pour moi, ça fait un équivoque. Parce qu'on ne sait pas, en fait, que ce soit peut-être l'éducation, peut-être qu'elle ait déjà un travail, on ne sait pas. Il a des diplômes. Donc elle doit être une femme diplômée. Et maintenant, vous pouvez la femme. Je donne la parole à la dame là qui m'a choisi le nom. Je regarde de façon pour savoir. S'il vous plaît, je demande comment faire de la parenthèse. Tu vas demander ça maintenant. Monsieur, comme critère de choix d'un homme, un homme qui n'est pas blanc, Qui n'est pas. Tu peux commencer ça. Alors, vous montez le critère de la norme violente. Il faut parler scientifiquement. Vous parlez ça Le critère de la norme violente. et le critère de la non-violence, le respect également. Donc il y a des valeurs. Qui sont les valeurs.
peu d'autres choses. La dame qui a la main à la joue. C'est quelle parenthèse? Monsieur, quand monsieur, Quelle page? on a voulu se comparer, mais je ne vois pas la parole. Comparer, c'est à la fois assimilé et différencié par rapport à un critère. Ah oui, oui, oui. On a ouvert les guillemets. Les guillemets se ferment à un autre critère. Comparer, c'est assimilé et différencier par rapport à un critère pour fermer les guillemets. Avant, c'était Madame, vous suivez? Concernant, Voilà, on voit qu'un homme qui a un background élevé. Pas que vous aimeriez avoir. Je dis votre idéal type. Votre idéal type. C'est lui qui a Votre idéal type. Puisque tout à l'heure, on va voir l'idéal type selon l'hiver. Et je pose cette question parce que vous préparez un débat. Oui. Donc vous aimez les hommes qui aiment l'intelligence. Intellectuel. Et un autre critère, Tu peux être intelligent, intellectuel, mais pas intelligent. quelle est la différence entre les deux? Est-ce que quelqu'un qui est, sauf si vous voulez faire une distinction entre l'intelligence formelle qu'on acquiert dans une socialisation formelle à l'école, dans l'État, ou alors l'intelligence qu'on acquiert de façon informelle à travers la culture de la vie. C'est la différence spécifique au type d'intelligence. Est-ce l'intelligence formelle ou l'intelligence qu'on acquiert dans les expériences? L'intelligence qu'on acquiert dans les expériences. Une autre fille qui prend la parole, une autre collègue, là-bas, il y a la dame qui est en train de... Là-bas. La dame qui a le papier, voilà. merci à la question, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Votre idéal type d'homme. Quand vous prenez le ce sont les valeurs. Poser, ce sont les valeurs. Donc, il doit avoir les valeurs. Donnez maintenant à votre collègue qui a quitté votre idéal type de femme. Mon idéal, elle doit avoir des valeurs. Et pouvoir faire des enfants. Et c'est toi qui as le problème. Un collègue dit quoi? S'il vous plaît. Pour moi, je pense qu'on m'instruit, assez intelligent. Pourtant, pour moi, j'ai de pouvoir parler des difficultés que je rencontre au quotidien, même qui rencontrent, qu'on se comprenne dans une certaine mesure, parce qu'il est désagréable d'être en relation, en couple, avec une personne qui parfois n'a pas la hauteur des sujets que vous lui présentez, qui malheureusement constitue une gêne. La politique, c'est les valeurs. Amenez le micro, s'il vous plaît. Ok, c'est possible.
Pour moi, le critère principal, c'est l'environnement, selon le contexte du Cameroun, très stable. Et le deuxième critère, l'âge. Il doit être compris entre 35 et 45 ans. Bon, vous voyez que, qu'est-ce qui vous marque dans les réponses de vos camarades? Mais pour moi, il y a un élément dans la majeure partie des réponses que vos collègues ont données. Ce sont les valeurs. On appelle donc ça les invariants. Et j'ai fait ça à dessein. Vous voyez, il y a des gens qui aiment nos critères, il y a l'intelligence, d'autres parlent du critère financier, d'autres parlent du critère réel. Mais la constance, c'est quoi? Ce sont les valeurs. Vous convenez donc qu'il y a donc toujours ce qu'on appelle les invariables. Il y a des invariables, donc on doit retrouver dans chaque homme et en chaque femme. Et c'est la raison pour laquelle Giovanni Sartori nous dit quelque part que dans une classification, il y a toujours des invariables. Dans la démocratie, même si on est dans n'importe quel pays, il y a encore une démocratie sans les élections. Sinon, on ne parle plus de démocratie, on parle d'autre chose. Donc, l'élection est un invariant de la démocratie. Si on est en Chine, on est au Cameroun, on est aux Pays-Bas, on est en Corée du Nord, et on dit qu'on veut aller vers la démocratie, on doit accepter l'élection. Donc, j'ai fait ça à deux heures, et je me suis confronté dans l'idée selon laquelle pour avoir une femme, pour avoir un homme, il faut avoir l'être. Quant à la création du type, pour faire un raisonnement scientifique, un certain nombre d'acteurs se sont aventurés sur le terrain de la comparaison en essayant de construire les typologies. Élément essentiel de cette matière, la typologie peut être définie comme un ensemble de catégories mutuellement exclusives permettant de ramener un grand nombre de cas à un petit nombre de types ou de pousser, et ce afin de les rendre comparables. Vous devez souligner ça. La typologie permet de ramener un grand nombre de cas à un petit nombre de types. Un grand nombre de cas à un petit nombre de types. Et c'est l'exemple que je prenais hier. Vous avez 174 pays. Pour l'exemple, on vous donne 174 pays. Et on vous dit, dans ces 174 pays, vous devez avoir les États démocratiques et les États non démocratiques. Comment vous allez faire pour prendre un grand nombre de cas et réduire en un petit nombre de types? D'abord, c'est d'avoir le critère. Et c'est de bien construire. Lorsque vous prenez les élections, pour celui qui monte un mauvais critère, vous prenez les élections. La Chine a des élections. La Russie a des élections. Alors, vous dites que dans vos 174 pays, tous les États seraient des démocraties. Or, si l'auditeur montre l'élection libre, multipartie, concurrentielle et transparente, vous verrez qu'on va aller dans la Russie. Il y a élection en Russie, mais c'est aussi une formation politique. Il y a élection en Chine, mais c'est aussi une formation politique. Alors, vous allez venir commencer à catégoriser la Chine, soit c'est une démocratie, soit même elle n'est pas une démocratie. Donc, c'est le critère qui vous permet de prendre un grand nombre de cas pour réduire à un petit nombre. C'est la raison pour laquelle vous devez souligner ça avec un grand nombre de cas à un petit nombre de types. Et nous allons aller là-dessus. Parce que les éléments et les phénomènes ne sont jamais exactement les mêmes, la construction de ce genre de catégorie relève d'un travail de conceptualisation. Si l'objectif poursuivi est de comparer, il est nécessaire qu'il y ait au moins deux catégories. Toutes sortes de phénomènes peuvent ainsi être placés dans une typologie. Les formes d'état, les régimes politiques, les types de révolution, les modes de production, les formes de production. Ainsi, construire des catégories entre parenthèses de typologie implique une activité de réduction sur la base de critères. Et j'ai mis ça en cas. Construire des typologies implique une activité de réduction sur la base des critères. Et je vais refaire un autre jeu. Je commence ici. Quelles sont vos catégories?
quelles sont les personnes que vous excluez très souvent de vos catégories d'amis? Les personnes avec qui vous n'aimez pas collaborer. Ceux qui ne parlent pas chaud. Si je comprends, dans ton cas, tu ne marches pas avec les gens qui n'ont pas une culture géopolitique. Dans la plupart des gens qui sont dit la toi, les gens qui sont similaires à toi, c'est les gens qui parlent géopolitique. Qui peut dire autre chose? Dans mon entourage, j'exclus généralement des personnes jalouses. Qui manifestent cette aigreur face à l'évolution d'une autre culture. J'exclus également des personnes qui donc demandent des énergies négatives. Là, il y a des personnes qui sont toujours fâchées, toujours. Voilà, tu parles des métaphysiques. Bon, pas de métaphysique, pas mentionné. Il y a des gens. Non, je veux dire. Non, il y a des gens qui ont des paroles négatives, désagréables. C'est surtout dans des paroles qui découragent. C'est un peu ce genre. Ça veut dire que la majeure partie des personnes qui sont avec toi sont, quand tu rencontres une personne, des paroles Je prends mes distances. tu l'éloignes, tu l'exclus de ta catégorie d'amis. Qui peut dire autre chose? Dans mon entourage, je pourrais avoir des hommes religieux et passés. Allez, quand tu es dans l'identité, la religion, qui peut dire autre chose? Madame est concentrée avec son client. Qui peut dire encore Dieu prise de parole? Dieu prise de parole. L'église. Ah. Oui, à l'église. Qu'est-ce que vous mettez dans l'église? Est-ce que c'est l'église au sens de la tribu? Ou alors c'est l'église au sens du groupe? Est-ce que c'est l'église au sens de la tribu, par exemple, les baptisés, les ceci? Ou alors c'est l'église au sens du groupe? C'est-à-dire, si vous décidez par exemple, pour les étudiants de Simalé, si vous décidez par exemple, pour les étudiants de Simalé, d'être dans une dynamique solidaire, vous êtes une église sociale. C'est-à-dire que tu décides seulement de fonctionner avec les étudiants de Simalé. Est-ce que c'est l'église sociale ou alors c'est l'église identitaire? Est-ce que, je me pose ma question, est-ce que vous excluez de vos catégories d'amis, est-ce que vous excluez de vos catégories d'amis les personnes qui sont éloignées de votre communauté tribale, ou alors vous excluez de vos catégories d'amis les personnes qui sont éloignées de votre communauté sociale? Je vous ai donné les deux angles pour voir les deux sens de la C'est clair comme le dos. assumez vos positions. Les bios social. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire confiance à vos collègues. Merci, Valérie. C'est sa position. On a compris, on a réussi.
pas compris. Ça veut dire que ceux qui sont dans ce que qu'on appelle la connaissance métaphysique, vous n'aimez pas dans votre cercle d'amis, les gens qui font toujours référence à la métaphysique. D'accord. Qui peut dire autre chose? Encore deux prises de parole. Moi, je m'éloigne généralement des railleurs et des personnes pessimistes. Donc les personnes qui on peut construire ça comme étant le critère des personnes antipathiques, plus que le pessimisme. Par exemple, là, vous avez dit le délégué, je crois que c'est ça. Comme vous avez vu le délégué. Ah, pour la destination, vous avez donc été désigné délégué, mais vous verrez qu'il y a certaines personnes qui peuvent venir dire que non, ce délégué même là, il n'est pas sérieux. C'est moyen de Quand je parle des railleurs, je parle de ceux qui sont beaucoup plus jeunes. c'est ça que je veux dire. Vous êtes délégué, et lui n'a pas eu le pouvoir. Il est délégué et il vous raille donc derrière. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole? Oui, madame. Oui, c'est dans la vie sociale. Moi, je m'éloigne souvent des gens qui n'aiment pas participer. Les gens qui n'aiment pas parler. Les gens qui aiment toujours rabaisser les autres. Rabaisser l'autre. Même quand l'autre fait l'effort pour être bien, ils n'ont jamais le courage de dire cette fois-ci tu fais bien. Si l'autre est avec tu sors, on ne peut pas vérifier, mais tu continues à faire ça. Qui ne connaissent pas dire que tu as choisi. Qu'est-ce qui vous manque dans les réponses de vos camarades? Qu'est-ce qui vous manque dans les réponses de vos camarades? Ce qui vous manque dans les réponses de vos collègues, c'est que l'exclusion des personnes de ces catégories ne font jamais l'unanimité. Vous voyez? Ne font jamais l'unanimité. C'est-à-dire, on définit toujours ce que l'on exclut de sorcier en fonction de ce que l'on cherche, de ce que l'on veut. Maintenant, je vous pose la question inverse. On commence encore ici. Vous pouvez faire confiance à quel type de personne? Est-ce que vous avez une personne dans votre vie? Est-ce que vous avez une personne dans votre vie dont vous avez entièrement confiance? Si oui, sur quel critère vous avez formé la confiance? Si vous avez une personne que vous faites confiance dans votre vie, sur quel critère vous avez bâti la confiance? La moralité. Qui d'autre peut dire quelque chose? Vous avez déjà parlé. Le seul délégué, c'est vous qui avez la responsabilité. Vous ne faites pas la chose. Prenez possession de la salle. Écho. Monsieur, j'établis le critère de la
comprend avec mon collègue qui est au fond là-bas, quand vous passez confiance à une personne qui est mon éthique, c'est la religion. Vous en avez dans votre vie. Vous lui dites tout. Vous lui faites entièrement confiance. Qui d'autre? Je voulais parler du critère de la loyauté et de l'intégrité. La loyauté et l'intégrité. Vous avez une personne pareille dans votre vie. Vous ne cachez rien. Qui d'autre prend la parole? Vous voulez parler de monsieur Dufort? Ah, d'accord. Qui veut prendre la parole? Donnez ici. Que lorsque la confiance à quelqu'un, principalement, tous les critères sur ça, l'eau, le sang, Le sang doit être votre frère. D'accord. Deux dernières prises de parole. Deux dernières prises de parole. Deux dernières prises de parole. Est-ce que le Sénat ne parle pas? Délégué, est-ce que au Sénat? Moi, je ne ferai confiance à personne. Je ferai confiance à moi-même. Et s'il faudrait que j'accorde un semblant de confiance, ce sera une personne désintéressée, une amitié sincère. Délégué, je descendais. Lorsque je parle de l'homme de la vie, je parle de la vision à la nature. Je fais confiance à la nature. Vous voyez donc que malgré les différentes prises de parole, très souvent on fait confiance à partir de la volonté. Parce qu'il ne saurait exister une personne qui n'a pas quelqu'un de confiance. Je pense que ce serait une hérésie. On a toujours une personne de confiance, et puis les différentes réponses qui ont été prises regroupent la loyauté. Vous voyez dans la page 9, à la page 9, il y a trois tableaux qui montrent comment les auteurs ont construit les typologies à partir des critères. Vous voyez comment les critères sont définis. Au tableau numéro 2, qui parle des modes de production de Karl Marx, mode de production antique. Karl Marx a classifié les modes de production à partir du critère lié au rapport social. Le critère lié au rapport social. Mode de production antique, un rapport social de production opposant les maîtres exploiteurs et les esclaves exploités. Mode de production féodal, caractérisé par un rapport social de production opposant les seigneurs exploiteurs aux serfs exploités. Mode de production capitaliste, caractérisé par un rapport social de production opposant les bourgeois exploiteurs et les ouvriers exploités. On peut également ajouter le mode de production socialiste ou communiste, qui repose sur un rapport social de production sur la propriété collective des modes de production. Donc on ne saurait construire une typologie sans les critères. Vous
voyez au tableau numéro 3. Tableau numéro 3, il s'agit du sociologue français Émile Durkheim. Émile Durkheim qui distingue les 3 types de suicides en fonction des sociétés religieuses, sociétés traditionnelles et sociétés modernes. Émile Durkheim constate que pour le suicide égoïste, c'est quoi le suicide égoïste? On se donne la mort pour les raisons personnelles. On se donne la mort pour les raisons personnelles. Et Émile Durkheim nous dit donc que c'est dans les sociétés religieuses qu'on observe beaucoup plus de suicides égoïstes. On se donne la mort pour des raisons individuelles. Deuxième type de suicide, le suicide altruiste. On se donne la mort pour le bonheur de la communauté. Un peu, c'est ce que font très souvent les acteurs des groupes terroristes islamistes. Ils se donnent la mort pour un soi-disant bonheur de la communauté. Et bien évidemment, Émile Durkheim nous dit on observe cela dans les sociétés traditionnelles. Et enfin, on a le suicide anomique. Le suicide anomique qu'on observe davantage dans les sociétés modernes. Émile Durkheim dit ici à travers le suicide anomique qu'on se donne la mort pour des valeurs. Se donne la mort pour des valeurs. On est dans le suicide anomique. Suicide anomique, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le suicide. Vous voyez donc que pour que Émile Durkheim arrive à catégoriser les 3 types de suicide, suicide égoïste, suicide altruiste, suicide anomique, il a procédé à des critères. Pourquoi est-ce que l'on se donne la mort? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser l'homme à se donner soi-même la mort? Et on a un autre tableau sur les types de régimes politiques. Oui. Monsieur, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'on associe le suicide égoïste à la société religieuse? Pourquoi? Parce que quand vous êtes religieux, vous croyez fondamentalement à quelque chose. Hein? Vous croyez fondamentalement à quelque chose. Je vous prends un exemple très simple. On peut même jumeler le suicide égoïste et le suicide altruiste. Quand vous voyez l'histoire du terrorisme islamiste, l'histoire du terrorisme islamiste, c'est d'abord une histoire liée aux croyances. Mohamed Rousseau, qui avait commencé à prêcher à Maïdokouré au nord-est du Nigeria sur la culture de l'État, c'est un exercice d'endoctrinement de croyance. L'idéologie de l'État est une idéologie à laquelle il faut refuser d'adhérer. Vous voyez, les gens venaient du Cameroun, les gens venaient du Niger, les gens venaient du Tchad. Donc le suicide égoïste, c'est d'abord une question liée aux représentations. Comment est-ce que l'individu qui est dans une croyance se représente son idéal? Vous allez voir qu'un terroriste de Boko Haram vous dira par exemple qu'il n'est pas camerounais, il n'est pas nigérien, il n'est non plus tchadien. Il vous dira en réalité qu'il croit en une nouvelle forme de citoyenneté que Bertrand Badji appelle ici les nouvelles formes d'allégeance. C'est pour ça qu'on dit très souvent que les groupes terroristes entraînent une crise de la sécurité. Puisqu'il y a de nouvelles formes d'allégeance auxquelles ces individus croient et ils pourront donc être amenés à se donner la mort. Lorsque Mohamed Bouazizi s'est donné la mort le 7 décembre 2010 dans la ville de Sidi Boisé, c'est non seulement un suicide égoïste, mais c'est également altruiste, puisqu'il s'est donné la mort pour des raisons individuelles. Mohamed Bouazizi a répondu, il a réagi à une humiliation policière. On avait confisqué, c'était quelqu'un qui s'est débrouillé au marché, on a confisqué. Et maintenant, en s'immolant par le feu, c'est un suicide altruiste. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'en simulant par le feu, il le fait pour le bonheur d'une certaine communauté. Vous voyez, il a décidé de simuler par le feu. Voilà comment la révolution commence. 17 décembre 2010. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le terroriste est différent du criminel. La différence entre le terroriste et la criminalité, c'est d'abord au niveau de la croyance. Le criminel propose une action qui se répartit. Or, le terroriste, lui, il sait que l'action est juste. La première différence entre un terroriste et un terroriste. Venons donc sur le régime politique. Vous voyez également que pour classifier les régimes politiques, les auteurs ont élaboré des critères. Dans le régime présidentiel, le
président élu au suffrage universel, exemple aux États-Unis, au Brésil. Dans le régime parlementaire, le Premier ministre est désigné par la majorité parlementaire. Or, dans le régime mixte, le président est élu au suffrage universel, partage le pouvoir avec un Premier ministre désigné par la majorité parlementaire, exemple en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Niger ne peut plus être conseillé parce que le Niger est dirigé par une jeune unité. Dans le cas du Niger aujourd'hui, ne peut plus être dirigé là. Donc, en fonction du régime présidentiel, du régime parlementaire et du régime mixte, vous voyez que celui qui détient le pouvoir n'est pas le même. Détention du pouvoir, le critère qui est monté ici, c'est le critère lié à la détention du pouvoir. Est-ce qu'il y a une question par rapport au typologie? Tout le monde maintenant ici est capable de monter une typologie. Ne vous posez pas la question pour rien. Typologie d'amis, typologie de nom d'amis, typologie de femmes, typologie d'hommes. Voilà des auteurs comme Karl Marx, des auteurs comme Émile Durkheim, qui S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Oui, relativement à l'étude de Durkheim. Oui. On pourrait dire, bon, j'aimerais bien comprendre ce que vous avez nommé ici, vous dénommez suicide anonyme. Oui. Est-ce qu'on devrait prendre la notion d'anonyme au sens juridique ou alors vous donner une autre signification à cette notion ici? Vous avez une autre question? Oui, et la seconde sera celle de savoir si on se base sur cette typologie durkheimienne, on pourrait peut-être penser que selon Durkheim, dans la société moderne, il y a plus de suicides que dans les autres sociétés. Il y a plus de suicides dans les sociétés modernes que dans la société traditionnelle et religieuse, semble-t-il. Oui, je réponds à votre première question d'abord sur le suicide anomique. Comme je l'ai précédemment dit, le suicide anomique au sens d'Émile Durkheim repose sur les valeurs de la communauté. Ça veut dire que selon Émile Durkheim, on peut être amené à se suicider parce que les valeurs sociales sont par exemple désorganisées ou mal structurées. Et dans les valeurs sociales, on a par exemple le droit. Le droit est une valeur sociale. Quelqu'un peut décider de se suicider pour protester contre une règle sociale qu'il juge défavorisée pour sa cause. Tel que par exemple le cas de la ville de Séti-Boisier, j'avais Mohamed Bouazizi, qu'on peut également classer dans le suicide anomique, puisque si on prend que la norme sociale aujourd'hui n'est pas seulement juridique, mais elle peut également être non juridique. Par rapport à votre seconde question, est-ce que le suicide anomique est beaucoup plus fort que c'est beaucoup plus observé dans la société moderne? Parce que quand vous lisez les travaux de Durkheim sur le suicide, Durkheim même vous montre qu'il y a beaucoup plus de suicides anomiques dans la société moderne que dans les autres, parce que l'homme peut également être amené à se suicider en raison de la situation de sa famille. Durkheim, par exemple, nous dit dans cet ouvrage que les familles ayant moins d'enfants se suicidaient plus que les familles ayant plus d'enfants. Puisque une famille qui a moins d'enfants dans la sociologie durkheimienne subit des frustrations. Ce que Erwin Goffman appelle les stéréotypes. Imaginez-vous une famille où un couple n'a pas d'enfants. Pensez-vous que cette famille peut être heureuse? Cette famille ne saurait être heureuse parce qu'il y aura toujours le regard social où on pourra se moquer de la femme qui ne peut pas faire les enfants et cela peut amener cette dernière à se suicider. C'est donc ce qu'Émile Durkheim appelle le suicide anomique. Le suicide anomique, c'est donc un suicide qui est davantage observé dans la société moderne pour plusieurs raisons, dont la raison majeure est liée aux effets de désorganisation de l'ordre social. J'avais une autre question? Je suis un peu souci sur la même question. Mon souci est par rapport aux pensées d'Émile Durkheim. Vous avez parlé là tout à l'heure qu'on peut élaborer des questionnaires, essayer de questionner des populations sur
dire que le suicide, comment je veux dire, est plus récurrent dans la société moderne. Émile Durkheim n'est pas venu au Cameroun. Émile Durkheim a étudié le suicide dans la société française. Et puis, la science est quand même universelle. Émile Durkheim a étudié le suicide dans la société française universelle. Et les travaux d'Émile Durkheim sur le suicide peuvent, bien évidemment, se transposer aux sociétés africaines. Mais maintenant, rien n'exclut qu'un chercheur puisse également décider de travailler sur le suicide en faisant des enquêtes de terrain. Je prends un exemple. Bayard et Médard ont écrit l'État au Cameroun et l'État néo-patron. Selon leur expérience, de leur terrain au Cameroun. Vous voyez? Mais il y a des auteurs qui ont également fait d'autres travaux pour remettre en cause ce que les Bayards ont dit. Donc, mais les travaux, cela ne voudrait pas dire que ce que les Bayards ont dit n'est pas vrai. Ce que les Bayards ont dit a une raison. Mais maintenant, il y a également d'autres auteurs qui ont montré que les Bayards n'ont pas seulement tort. Parce que le but de la science, quand vous lisez les travaux de Thomas Kuhn, structure la révolution scientifique, la science évolue, on construit, on déconstruit et on reconstruit. Ça, Thomas Kuhn, vous l'avez déjà lu, Thomas Kuhn. Voilà. On construit, on déconstruit et on reconstruit. Donc, les postulats qui ont été posés vont subir alors des déconstructions. Et à nouveau, on va les reconstruire. Donc, ce que Durkheim a dit là, on peut voir ça quand vous voyez la manière dont les acteurs des groupes terroristes se comportent. Pour voir, bien évidemment, que Durkheim, bien évidemment, a seulement raison. On dit bien qu'il n'a pas seulement raison. Quand vous voyez peut-être les travaux des auteurs qui ont travaillé sur la patrimonialisation de l'État, on vous dit qu'il y a les prolétaires et les bourgeois. Les prolétaires qui sont les riches et les bourgeois qui sont les pauvres. Sauf que, quand on fait une analyse de la société africaine, si on fait une réappropriation des travaux sur le patrimonialisme, on va se rendre compte qu'en Afrique, on a même plus les catégories bourgeois prolétaires, ou bien encore les catégories de Karl Marx, qui sont les catégories marxistes. On aura plutôt les prédateurs et les non-prédateurs. Ceux qui veulent accéder à la ressource, qui ont les positions préférentielles, et ceux qui n'ont pas les ressources. C'est aussi une forme de classe sociale qu'on observe aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Les prédateurs et ceux qui sont. D'ailleurs, il y a souvent certaines personnes qui disent que les sociétés africaines sont structurées autour de deux classes, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Donc, on peut reprendre les travaux d'un auteur en se réappropriant sa pensée dans le cadre de la France. Quand bien la création des taxonomies. Monsieur, j'avais une dernière question sur la typologie des Durkheim. Oui. Est-ce que si on considère le suicide anonyme comme reposant sur le bouleversement des valeurs, c'est ça. Finalement, le critère de ce suicide repose sur la valeur. Sauf que c'est dans la société, par exemple, religieuse et traditionnelle qu'on retrouve le fondement même de toute valeur sociale. Comment on peut voir dans une société qui a même ce que les autres ont appelé la crise des valeurs, le critère à partir duquel on va situer, on va définir une typologie de suicide. Parce que s'il n'y a pas de valeur dans la société moderne, est-ce que c'est sur l'absence de valeur que devrait reposer ces critères? Le critère fondamental posé par Émile Durkheim, ce n'est pas sur la valeur. Durkheim se pose une question. Pourquoi l'on se suicide? Qu'est-ce qui amène les uns et les autres à aller vers le suicide? Durkheim est donc là dans ce que l'on appelle le critère sur les motivations. Les motivations à aller vers le phénomène social qu'on appelle le suicide. Et comme je le disais tout à l'heure, Durkheim a étudié la société française de son époque.
premier critère du KM dit on est amené à se suicider pour des raisons personnelles. Et il se rend compte que dans les 3 formes de société qu'il étudie, du KM se rend compte que les motivations personnelles, on l'observe davantage dans les sociétés religieuses. On se suicide également parce qu'on est amené à se comporter comme étant une figure providentielle pour sauver une communauté. Durkheim observe que c'est davantage dans la société traditionnelle. Maintenant, on se suicide également parce qu'on proteste par rapport à une dérégulation sociale. Durkheim donc répond qu'à travers les enquêtes de terrain que lui a menées, c'est plus dans la société. Donc, Durkheim, je vous prends un autre exemple. Lorsque Thomas Hobbes écrit le Léviathan en 1651, le Léviathan n'a jamais existé dans les faits. Il n'y a jamais un état dans le monde qu'on appelle le Léviathan. Non. C'est un idéal type de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes observe dans la société de son époque que l'Angleterre est traversée par la révolte des Tories. Le monde vient de connaître la guerre des 30 ans, le traité de paix de l'Espagne de 1648. Thomas Hobbes, donc, dans son imagination, décide donc de construire une figure qu'on appelle le Léviathan. Personne n'a jamais vu le Léviathan hobbésien. Seul Hobbes l'a imaginé et Hobbes l'a pensé. Donc c'est la même chose. Un idéal type est monté par le chercheur en fonction de ses réalités. Donc le suicide du Kenya est un suicide qui découle de l'observation de la société française, mais les résultats d'Émile Durkheim peuvent être transposés aux sociétés africaines. Je pense que c'est cela où l'analyse devrait être plus intéressante, de voir comment est-ce qu'un auteur qui a travaillé dans un objet en France, les résultats de cet objet peuvent être plus ou moins appliqués à la société camerounaise. Gambé, la création des taxonomies. Les taxonomies ne se distinguent pas des typologies par leur statut, car toutes deux sont des tableaux homogènes de pensée, mais par leur procédé de fabrication. Les taxonomies sont des modèles, vous devez souligner ça, les taxonomies sont des modèles. Les modèles servent selon les objectifs affichés par le chercheur à expliquer, à comprendre ou simplement à décrire une réalité observée. Leur usage est essentiellement à la bonne marge de la politique comparée. D'origine mathématique, repris par les économistes et popularisé par Claude Lévi-Strauss, le concept de modèle fut maintes fois défini. Retenons une définition modeste donnée par Fernand Braudel, pour qui les modèles ne sont que des hypothèses, des systèmes d'explication solidement liés selon la forme de l'équation ou de la fonction. Cela engendre ou détermine le modèle établi hors du milieu social observé, à partir duquel il a ensemble créé d'autres milieux sociaux de même nature à travers temps et espace. Soulignez toute cette situation. Je voudrais ici montrer la différence entre une typologie et une taxonomie. C'est quoi la différence entre une typologie et une taxonomie? C'est que la taxonomie veut réaliser l'identité. La taxonomie veut réaliser l'identité. C'est pour ça que la dernière pensée de Fernand Braudel qui définit la taxonomie, vous devez souligner même ça, cette dernière phrase. Fernand Braudel dit, à la page 10, le modèle établi avec soi permettra donc de mettre en cause hors du milieu social observé, à partir duquel il a été ensemble créé d'autres milieux sociaux de même nature à travers temps et espace. C'est la différence entre une taxonomie et une typologie. À la base, la typologie et la taxonomie sont des tableaux homogènes de pensée. On est tous dans des classifications. C'est ça qu'on appelle tableaux homogènes de pensée. Des classifications qui permettent de systématiser. Mais la différence entre les deux, c'est que le classificateur qui montre une typologie ne veut pas voir les dates. Parce que la typologie peut avoir des écarts. C'est la raison pour laquelle votre camarade qui se trouve du côté du Sénat, en haut, ce que vous avez appelé Sénat, n'arrive pas à poser des questions sur la typologie du suicide de Durkheim. Quand Durkheim construit la typologie du suicide, Durkheim ne nous dit pas que le suicide observé en France, on doit voir ce même suicide ailleurs. C'est une typologie. Or, lorsqu'on construit une taxonomie,
Les auteurs qui font les taxonomies veulent voir les résultats des taxonomies ou modèles se réaliser ailleurs à l'identique, ce qui n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, plus bas, lorsqu'on va commencer à voir les modèles de taxonomie, là on va se rendre compte que les auteurs qui ont par exemple travaillé sur le modèle majoritaire qui est le modèle qui a plein de fois en Europe, voulaient voir ce modèle majoritaire appliqué dans les sociétés africaines. Est-ce que dans les sociétés africaines, on peut toujours appliquer le modèle du winner take all? Est-ce qu'en Afrique, on doit toujours appliquer le modèle du winner take all? C'est impossible. Puisque l'Afrique est une société plurielle, l'Afrique est communautaire, on ne peut donc pas diriger avec le modèle du plus fort. Je prends un exemple. Le délégué, par exemple, qui a été désigné délégué de cadre supérieur d'administration parlementaire, le délégué ne peut pas, dans un contexte d'une société plurale, diriger seul. Est-ce que je me trompe? Si le délégué est dans le modèle majoritaire, cela voudrait dire que le délégué dirige parce qu'il a la force administrative. Il a été désigné par l'administration, il est dans le modèle majoritaire, l'administration a dit, voici vos délégués. Les règles de désignation ont été posées par l'administration, il est vos délégués et il se place là, vous devez nous suivre. Voilà pour le modèle majoritaire. Or, dans le modèle consensuel, le délégué ne peut pas le faire. Il est obligé de composer avec vous le partage du pouvoir. Le délégué est obligé, par exemple, d'avoir 3 personnes dans la salle, avec qui prend des conseils. Comment est-ce que je dois diriger mon amphithéâtre? Vous le faites, non? Consultez vos camarades. Donc, c'est pour dire que le modèle est donc différent de l'idéal type. L'idéal type, celui qui monte un idéal type ne veut pas voir l'idéal type se réaliser à l'identique. Mais celui qui monte le modèle veut voir le modèle se réaliser à l'identique. Et c'est la raison pour laquelle les auteurs comme Jean-François Bayard, c'est des auteurs qui ont été fortement critiqués. Parce que les Jean-François Bayard ont voulu nous faire croire qu'en Europe, il n'y a pas la politique morale. Alors que même en France, il y a la politique morale. On a vu François Fillon n'a pas pu être candidat de la droite républicaine au présidentiel de 2017 en raison des faits de patrimonialisme. Donc, ils sont venus nous dire que nous sommes dans un État au Cameroun qui est patrimonial, l'État en Afrique est patrimonial, alors qu'en France, on est également l'État des patrimonialisme. Donc, lorsque quelqu'un monte un modèle, il monte une taxonomie, il va voir les éléments de sa société à l'époque, ce qui n'est pas possible. Allons rapidement au paragraphe sur le modèle, le paragraphe qui suit. Si le modèle a été utilisé de plusieurs façons dans les sciences sociales, on peut lui attribuer la signification idéal type au sens défini par Weber. On obtient un idéal type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes donnés isolément différents. On ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement pour former un tableau modèle. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle. Vous devez souligner ça. On ne trouvera nulle part empiriquement un pareil tableau homogène dans sa pureté conceptuelle. Parce que la mesure de la taxonomie veut réaliser un pareil homogène. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Alors, le paragraphe qui suit. Dans cette perspective, la stratégie de recherche la plus correcte est celle qui était l'élaboration des modèles avec l'utilisation de classifications et typologies. Le tout en relation avec les différents objectifs de recherche pour obtenir les meilleurs résultats. À cette fin, on peut suivre 2 directions différentes et complémentaires. La première qui est représentée par une stratégie par polarité, ou plus simplement polaire, élaborée par Arène Lefar, elle isole 2 modèles avec des caractéristiques. La seconde, que l'on peut qualifier de typologie multiple, elle est élaborée par Leonardo et Molino sur la base d'un certain nombre de types. Cela voudrait dire que si on vous pose une question, pour vous demander à protocole continu, une question de cadre, quelle différence faites-vous entre une taxonomie et une typologie?
Quelle est la différence entre une taxinomie et une typologie? La typologie et la taxinomie sont s'assimilent parce que ce sont des tableaux homogènes de pensée. Que l'on soit dans une typologie, que l'on soit dans une taxinomie, on est dans des tableaux homogènes de pensée. C'est-à-dire on est dans des classifications qui sont construites sur la base d'un critère précis. Voilà ce qui permet de les assimiler. Que l'on soit dans une typologie, que l'on soit dans une taxinomie, on construit des catégories sur la base des critères. La différence maintenant entre les deux, deuxième tiret, deuxième élément, le premier c'est la ressemblance. Le deuxième élément c'est la différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est que la typologie n'a pas vocation à se réaliser à l'identique. Ça veut dire que celui qui fait la typologie idéale estime qu'il peut avoir des écarts entre le tableau typologique et la réalité. Or, celui qui montre une taxonomie veut la voir se réaliser à l'identique. Voilà. Premier point, élément de ressemblance. Que l'on soit dans une taxonomie, que l'on soit dans une typologie, on est dans des tableaux homogènes de pensée. C'est-à-dire des classifications qui sont construites sur la base des critères. Vous voyez très bien dans votre cours, il y a des tableaux sur les typologies, il y a des tableaux sur les taxonomies. Ce sont même quasiment des synonymes. Taxonomie, typologie, c'est des tableaux homogènes de pensée. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que la typologie n'a pas vocation à être identique. Ça veut dire que celui qui monte l'idéal type estime qu'il peut avoir un écart entre ce qu'il a construit et la réalité. Or, celui qui monte une taxonomie, lui, il a un souci de la réaliser à l'identique. C'est la différence entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Karl Marx publie la théorie marxiste, Marx a analysé les rapports sociaux de classe dans un contexte bien précis. Un contexte bien précis. Sauf que les travaux de Karl Marx ne nous dit pas dans ces travaux que le marxisme doit être transposé ailleurs. Non. Donc celui qui montre un idéal type ne recherche pas la réalisation de son type idéal à l'identique. Bien que les résultats de son idéal type peuvent être transposés ailleurs. On est donc là dans le dessin de construction. Or, celui qui montre une taxonomie va voir la taxonomie se réaliser. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez au tableau numéro 5. Tableau numéro 5, vous voyez un cas de taxonomie, les typologies des modèles polaires de la démocratie. Voilà les deux grands modèles. Le modèle majoritaire et le modèle consensuel. Voilà les deux grands modèles. Le modèle majoritaire et le modèle consensuel. Ceux qui ont construit le modèle majoritaire, c'est le modèle qui est largement partagé. Je prends un exemple banal, toujours dans le cadre de cette salle. 3 personnes veulent être élues déléguées. 3 personnes veulent être élues déléguées des cadres supérieurs d'administration. Le premier a par exemple 80 voix, le deuxième a 45 voix, le troisième a 30 voix. Celui qui va être élu délégué, c'est le premier avec 80 voix. On est dans la loi de la majorité, ce que les anglo-saxons appellent le winner take all. Le winner take all. J'ai obtenu le plus grand nombre de voix, alors je continue. Peu importe qu'il y ait dans la salle des communautés qui sont minoritaires, peu importe s'il y a des communautés qui sont majoritaires, il y a une élection, j'ai eu le plus grand nombre de voix. Ça, c'est le modèle majoritaire. C'est le modèle qu'on observe dans les sociétés dites évoluées. Or, le modèle consensuel, je reprends mon même exemple, le modèle consensuel ne peut plus seulement appliquer à toutes les circonstances la loi de la majorité. Parce que le même délégué qui a eu 80 voix,
Si parmi les auditeurs de cadre supérieur, il y a par exemple un bourreau ou un pygmée, je prends un exemple. Il y a un bourreau ou un pygmée qui est dans la salle. Est-ce que vous pensez que le bourreau ou le pygmée en question ne doit faire que dans l'équipe des délégués? Hein? Il doit être dans l'équipe des délégués parce qu'il faut tenir compte des mineurs. On est dans le modèle consensuel. Le modèle consensuel vient donc diminuer le modèle de la majorité. Et c'est pour ça qu'en Afrique, on gouverne dans le modèle de la consensualité. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous avez obtenu le plus grand nombre de voix, alors vous dirigez. Et même en Europe aujourd'hui, on observe déjà le modèle consensuel. Par exemple, si dans cette salle il y avait un mot, on peut décider que le mot devient unique, parce que c'est une minorité. C'est une minorité. On fait avec les minorités. Voilà dans les deux modèles. Le United Hall vous voyez très bien comment a essayé de montrer qu'est-ce qui distingue le modèle majoritaire du modèle consensuel à travers deux critères, le pouvoir exécutif et le système de parti. Et le deuxième critère qui est l'organisation unitaire fédérale du pays. Donc, le modèle majoritaire et le modèle consensuel, on va se rendre compte que le modèle consensuel est le modèle que l'on observe davantage dans les sociétés africaines. Est-ce que dans une famille, l'homme qui est le chef de la famille va diriger la famille uniquement dans le modèle majoritaire? Parce qu'on dit que l'homme est le chef de la famille. Donc ici, il commande. Or, dans le modèle consensuel, il est obligé de collaborer avec sa femme et même avec les enfants. Il y a également ce qu'on appelle en sociologie des organisations le commandement autoritaire et le commandement consensuel. Est-ce qu'aujourd'hui on est patron d'une entreprise? On dirige seulement son entreprise d'après les règles qui ont été fixées. Sinon vous allez échouer en tant que manager. Vous êtes également obligé de consulter même le portier. Le portier qui vous ouvre le portail tous les jours est important. On est dans le consensus. Et le consensus est plus observé dans les sociétés africaines. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question par rapport au taxonomie et au modèle majoritaire, au modèle consensuel? Allons à la stratégie des typologies multiples de Leonardo de Moreno. Leonardo de Moreno. Ça, je vais expliquer ça. Je vais expliquer tout ce que j'ai écrit là sur Leonardo de Moreno en deux idées. Leonardo de Moreno est un classificateur italien qui vient en réalité montrer les limites de la catégorie de arène des femmes. Pourquoi on parle de stratégie multiple? On parle de stratégie multiple parce que Leonardo de Moreno estime qu'il peut avoir en démocratie des modèles mixtes, des modèles qui dérogent du modèle majoritaire et des modèles qui dérogent du modèle consensuel. On prend par exemple le cas, Leonardo de Moreno prend par exemple le cas de la France. Quand vous observez un pays comme la France, vous observez un pays comme la France, vous allez vous rendre compte que la France est un pays qui est marqué par les stratégies multiples de la démocratie. Puisqu'il y a des moments où la France connaît davantage un régime présidentiel, il y a des moments où la France connaît davantage un régime parlementaire. Et en ce moment même, on a du mal à caractériser la France. Puisqu'aujourd'hui, la France est même davantage dans le modèle du consensus. Le Parlement français est éclaté. Macron n'ayant plus la majorité, on ne peut plus aujourd'hui catégoriser la France. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle Leonardo de Moreno nous dit que
Une stratégie multiple permet donc d'introduire de nouveaux critères qui viennent déroger les critères de la règle générale. C'est pour ça que vous verrez, quand vous allez lire à la maison, on parle du présidentialisme, du semi-présidentialisme, du semi-parlementarisme, du parlementarisme. Et même dans les sociétés présidentielles, on peut avoir des éléments qui tendent vers un présidentialisme fort.